Donc bonjour à tous, donc Benjamin Luciani de la délégation numérique en santé. Ce que je vous propose, c'est je fais une rapide introduction, puis je laisserai ensuite la parole aux équipes de l'Agence des services et de paiement qui vous présenteront du coup de façon assez détaillée comment vont fonctionner ces services aux éditeurs pour le financement Ségur. Du coup, si on passe à la page suivante, donc le temps que ça s'affiche à l'écran, donc pour rappel, hein, donc le financement à l'équipement logiciel, il est basé sur un système ouvert et non sélectif, hein, le fameux SONS. C'est un mécanisme d'achat pour compte où l'État vient financer des prestations d'équipement logiciel au bénéfice d'établissements et de professionnels de santé. Donc le principe, c'est des distributeurs d'une solution qui a été référencée par l'ANS comme respectant un certain nombre d'exigences techniques et fonctionnelles, vient réaliser une prestation et se retourne vers l'agence de services et de paiement pour obtenir le règlement de cette prestation, dans une logique où sans surcoût pour le client final, dès lors qu'on reste dans le périmètre strict de la prestation qui est défini par voie réglementaire. Le dispositif que du coup j'imagine vous connaissez déjà tous désormais, structuré en différents couloirs qui correspondent aux différents secteurs d'activité. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit avoir le micro ouvert parce qu'il y a un bruit en fond d'écran. Merci beaucoup. Voilà, donc chaque couloir, ou en tout cas chaque secteur d'activité, a son dispositif particulier en fonction du secteur d'activité et du type de logiciel dont l'État vient financer la mise à jour. Et puis, vous l'avez en bas de page, hein, chaque dispositif SONS est bien indépendant et les fonctions logicielles de deux SONS peuvent être remplies évidemment par un même logiciel. C'est l'exemple de l'hôpital, hein, où un même logiciel peut faire fonction de DPI et de PFI, auquel cas il sera éligible aux deux SONS correspondants. Donc en tout cas, tout ça, là, on est dans une phase introductive. Normalement, tout le monde devrait voir encore de quoi je parle. Donc pour rappel, sur chaque SONS, 3 documents de référence qui sont annexés à chaque arrêté lié au journal officiel. Donc le dossier de spécification et de référencement, donc le fameux DSR qui décrit les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement. Toujours sur le volet technique, le référentiel d'exigence, donc le REM qui décrit les exigences techniques et fonctionnelles que doivent respecter les logiciels Ségur. Et puis le document d'appel à financement qui explique les modalités administratives et financières qui va être le central de notre discussion d'aujourd'hui. Tous ces documents, vous le savez déjà, mais vous pouvez les retrouver sur isanté.gouv.fr/Ségur. Donc, la démarche du SONS, elle est composée de 2 grandes étapes qui sont opérées avec 2 opérateurs distincts derrière. D'abord, un prérequis qui est le référencement technique. Excusez-moi, je suis désolé de le redire, il y a plusieurs personnes qui ont le micro ouvert, c'est très agréable. Je ne sais pas si Manon, tu sais muter tout le monde, mais... donc, je reprends. Donc, première étape, le référencement technique de la solution, opéré par l'Agence du numérique en santé. Le guichet a lui ouvert le 31 août dernier et les éditeurs ont jusqu'au 15 mai pour faire référencer leur solution. Il y a déjà un certain nombre d'entre vous qui se sont déjà inscrits et qui ont déjà déposé les preuves de référencement. Les premiers référencements devraient avoir lieu dans les tout prochains jours. Et puis la deuxième étape, c'est le financement, donc opéré par l'Agence de services et de paiement avec un guichet qui ouvre dès la semaine prochaine. Et sur lequel on va vous détailler l'ensemble des services qui vous seront ouverts à vous, éditeurs ou distributeurs référencés par l'ANS. Et puis, pour rappel et pour information, un guide pratique de mise en œuvre de ce SONS est disponible sur le site de l'Agence du numérique en santé, au lien qui s'affiche à l'écran, qui vous permet à la fois d'avoir les réponses à toutes les questions de mise en œuvre concrète des textes réglementaires. Donc, on a essayé d'être le plus pédagogique possible pour voir comment tout ça se passait, à la fois d'un point de vue comptable, d'un point de vue marché public pour certains de vos clients, etc., etc. Si on avance du coup maintenant, une fois cette rapide introduction, si je rentre maintenant dans la procédure de financement, donc la deuxième brique que je viens d'évoquer, donc je dis un mot avant de passer la parole à l'agence de services et de paiement. Donc pour rappel sur la partie financement, premier point, il faut s'enrôler auprès de l'agence de services et de paiement. Pour faire cela, donc ce qui est un prérequis à pouvoir ensuite déposer des demandes de financement. Le fournisseur doit avoir au préalable référencé sa solution logicielle auprès de l'ANS. Normalement, vous savez déjà ça, mais ça va mieux en le répétant. Ensuite, une fois que vous êtes... Alors, il y a une coquille, ce n'est pas l'éditeur référencé, mais en tout cas, enrôlé auprès de l'ASP, il peut soumettre une demande de financement pour chaque prestation qu'il livre. La définition à la fois de la prestation, de la modalité de présentation de ces demandes et des modalités de financement, tout ça évidemment décrit par voie réglementaire dans les documents d'appel à financement que vous connaissez déjà.
Et comme vous le savez déjà aussi, cette demande de financement se décompose automatiquement, enfin obligatoirement, pardon, en deux étapes. Une première étape qui est la demande de financement et de paiement de l'avance, une fois que la commande a été obtenue du client final, professionnel de santé ou établissement de santé, et la demande de solde, de paiement du solde, que vous serez amené à effectuer, une fois que la prestation Ségur aura été réalisée auprès de votre client. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter là dans les prochaines minutes porte là sur ce que vous voyez à l'écran, donc sur le début de la démarche, c'est-à-dire comment je m'enrôle sur le portail et une fois que je suis enrôlé, comment je vais pouvoir déposer des demandes de financement et de paiement de l'avance. Et on présentera là dans les semaines qui arrivent les modalités pour le dépôt de paiement du solde, ce qui sera une problématique qui se posera plutôt dans les prochaines semaines au vu de l'avancée du programme. Si on passe peut-être, je dis un mot sur le calendrier pour que tout le monde l'ait bien en tête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Pour s'enrôler auprès de l'ASP, c'est possible dès mardi prochain, sous réserve évidemment d'avoir obtenu le référencement de votre solution auprès de l'Agence du numérique en santé. Donc, on pratique, on s'attend à ce que les premiers obtiennent leur référencement là, dans les jours qui arrivent et donc on ait ces premiers enrôlements côté ASP. Ensuite, la possibilité de déposer des demandes de financement et de paiement de l'avance. Donc, la première étape du schéma que j'évoquais tout à l'heure, c'est des validations de votre enrôlement auprès de l'ASP et jusqu'au 15 juillet 2022 pour les dispositifs qui ont été publiés en vague 1 cet été, donc pour la biologie médicale, la radiologie, les médecins de ville et l'hôpital. Et puis ensuite, la possibilité de déposer des demandes de paiement du solde. Alors là, le service ouvrira un petit peu plus tard côté ASP parce que l'ouverture sera au 16 décembre 2021. Et là, vous aurez jusqu'au 15 octobre 2022 pour la biologie médicale, la radiologie et les médecins de ville, et jusqu'au 31 décembre pour l'hôpital. Là, je ne fais pour les dates de clôture que répéter ce qui était déjà publié depuis cet été dans les textes réglementaires. Voilà, une fois ce petit panorama posé, je propose du coup de laisser la parole côté agence de services et de paiement pour vous présenter dans le détail trois choses même, pardon. Le premier, c'est comment ça se passe pour s'enrôler avec les captures d'écran qui vont bien. Je pense que le centrage de la discussion sera surtout sur comment on fait pour déposer des demandes de financement et de versement de l'avance. Et puis un mot sur l'assistance utilisateur qui sera mise en œuvre à compter de lundi. Et on gardera un temps de questions-réponses à l'issue si ça vous convient. Du coup, je ne sais pas, je pense que c'est Meriadec qui va prendre la parole, c'est ça? C'est Samira de notre côté et je prendrai la parole sur Ok, très bien. Eh bien, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes de dépôt d'une demande d'enrôlement qui va conduire à la réception d'identifiants pour se connecter sur le portail Ségur. Donc, depuis la page publique Ségur numérique, donc l'éditeur dépose une demande d'enrôlement. Cette demande est ensuite instruite par les services de l'ASP qui conduira, en fonction du résultat, à la réception des identifiants de connexion au portail Ségur, pour ensuite faire le dépôt des demandes de financement. Donc depuis la page publique Ségur numérique, donc c'est celle-ci. Donc le premier bouton, c'est le bouton se connecter une fois que que l'éditeur aura reçu ses identifiants, mais dans un premier temps, il s'agira de cliquer sur effectuer ma demande d'enrôlement. Le dépôt d'une demande d'enrôlement s'effectue en 3 étapes, plus la 4e, la confirmation. Donc, en premier lieu, il faudra saisir des informations concernant le logiciel, ensuite concernant le demandeur, puis la saisie des coordonnées bancaires, et ensuite il y aura une confirmation des informations saisies dans cet enrôlement. Donc l'éditeur va saisir le numéro de référencement qui lui a été communiqué par l'ANS. Et ensuite, il clique sur rechercher. Donc, si le numéro de référencement est connu, donc normalement il devrait l'être, les informations concernant ce référencement sont affichées. Le nom du logiciel, la version du logiciel, l'ADSR concerné. Et ensuite, l'éditeur devra joindre obligatoirement le certificat de référencement. Puis cliquez sur étape suivante. Donc, partie logicielle est complétée. Ensuite, vous ne pouvez pas résister. Ensuite, on clique sur. Ensuite, c'est la partie demandeur. Donc, la partie demandeur va concerner à la fois la partie personne morale et demandeur, la personne qui dépose la demande. Donc, dans un premier temps, l'éditeur va saisir son numéro de SIRET, saisir le CAPTCHA, puis cliquer sur rechercher.
Lorsqu'il a cliqué sur rechercher, oui, encore suivant, encore une fois, voilà. Lorsqu'il a cliqué sur rechercher, les informations concernant la personne morale s'affichent, la dénomination sociale ainsi que la partie adresse. Si le nom commercial n'est pas renseigné, il a la possibilité de le compléter. Si l'adresse est incomplète, il a la possibilité aussi de le renseigner. Par contre, s'il modifie la dénomination sociale, il devra joindre un extrait, le CABIS, qui sera demandé obligatoirement. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie personne morale, ensuite il y aura la partie demandeur qui sera à compléter. Donc dans la partie demandeur, la personne qui fait cette demande d'enrôlement devra indiquer si elle est représentante légale du fournisseur ou bien si elle fait une demande en tant que tiers déclarant. Si elle est représentant légal, elle devra saisir les informations concernant le représentant légal, nom, prénom, l'email, confirmer l'email, le téléphone et joindre la pièce d'identité du représentant légal. Si elle n'est pas représentant légal, elle devra également saisir les informations concernant le représentant légal, dont la pièce d'identité, et saisir les informations concernant le dépositaire de la demande, nom, prénom, l'email, confirmer l'email, le téléphone, mettre la pièce d'identité de ce demandeur et indiquer en qualité de tiers déclarant. Donc, ça peut être expert comptable au centre de gestion ou bien s'il est salarié, indiquer s'il est salarié de cette personne morale, enfin du représentant légal. Donc, on va voir ces écrans dans la diapo suivante. Donc là, on voit bien dans la partie demandeur, donc il indique qu'il est représentant légal, donc il saisit les informations que j'ai listées précédemment, plus il y adjoint la pièce d'identité. Dans la diapo suivante, on va voir le cas où il n'est pas représentant légal du fournisseur. Il saisit les informations concernant le représentant légal. Il y joint sa pièce d'identité. Il indique les informations concernant le dépositaire de la demande. Il y ajoute sa pièce d'identité. Ensuite, il indique sa qualité de tiers déclarant, s'il est centre de gestion ou employé de la personne morale. En fonction de ces deux types de tiers déclarants, des pièces justificatives différentes sont demandées. S'il est centre de gestion expert comptable, il devra joindre un contrat de prestation. Vous avez la possibilité de récupérer ce modèle de contrat de prestation en cliquant sur le petit pictogramme. Même chose pour employé de la personne morale. La pièce de justificative obligatoire qui sera demandée sera le mandat du représentant légal et il y a pareil, un modèle. Alors, concernant que ce soit représentant légal, enfin, concernant la personne qui va déposer la demande, il faut savoir que le compte qui va être créé sera au nom de celui qui dépose la demande. Si c'est le représentant légal qui dépose la demande, le compte sera à son nom. Si le compte est créé, la demande est faite au nom du dépositaire de la demande, le compte sera créé au nom de ce dépositaire. Donc, logiciel demandeur, c'est fini. Donc, partie coordonnées bancaires. Donc là, c'est assez simple. Il suffira de saisir les informations concernant l'IBAN, le BIC. Ensuite, la domiciliation est renseignée automatiquement. Vous complétez le titulaire de ce RIB et il faut y joindre une copie du RIB. Et cliquez sur suivant. Sur l'étape suivante. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie confirmation. Il y a un récapitulatif de l'ensemble des 3 parties précédentes qui est faite. Donc, partie logicielle avec visualisation on voit la pièce justificative qui a été ajoutée. Ensuite, suivante. On a un récapitulatif des informations saisies au titre concernant la personne morale. Un récapitulatif concernant le demandeur, puis un récapitulatif concernant les coordonnées bancaires. Et pour finaliser cette demande d'enrôlement, il faut saisir le CAPTCHA, cocher qu'on a bien lu et accepté les CGU, cocher qu'on est en accord avec l'article 441 du Code pénal et cocher que l'ensemble des informations saisies sont authentiques. Puis cliquer sur Terminer.
Et quand on a cliqué sur terminer, on a une pop-in qui s'affiche, qui vous confirme l'enregistrement, enfin, le dépôt de cette demande avec un rappel du numéro de cette demande d'enrôlement. Donc, lorsque cette étape est terminée, vous allez recevoir un mail d'accusé de réception de cette demande d'enrôlement. Ensuite, cette demande est instruite par les services de l'ASP. Suite à cette instruction, vous allez recevoir un mail, soit un mail qui confirme que la validation de cette demande d'enrôlement, soit un mail qui indique qu'il y a un refus au niveau de l'instruction de cette demande d'enrôlement, accompagné d'un motif de refus. Donc, après, lorsque la demande est validée, vous allez recevoir, alors il y a 2 cas de figure, c'est soit vous allez recevoir un mail qui indique l'ouverture de vos accès sur le portail Ségur, au cas où vous auriez déjà un compte ASP Connect parce que vous avez déjà un compte pour d'autres dispositifs de l'ASP, ou vous allez recevoir un mail qui vous rappelle les identifiants de connexion, il me semble en 2 mails séparés, les identifiants de connexion au portail Ségur numérique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Samira. Donc, une fois cette étape d'enrôlement auprès de l'ASP pour avoir un accès sur le portail de l'ASP fait, vous pourrez déposer vos demandes de financement et de versement de l'avance sur les contrats que vous avez conclus au titre de la prestation Ségur. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, comment va se faire cette demande de financement et de paiement de l'avance? Elle va se faire via 2 documents. D'abord, un premier document qui sera un fichier sous format JSON. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est un fichier texte, mais pour être consommé par un matériel informatique, qui pourra contenir 1 à 200 demandes. Donc, le but, c'est de vous permettre de faire des dépôts de demandes en masse, Et avec ce fichier JSON, il faudra déposer aussi sur le portail de ASP, de l'Agence de services et de paiement, les pièces justificatives pour chacune de ces demandes. Et donc les pièces justificatives, pour une demande, une pièce justificative, c'est un bon de commande de manière nécessaire, et d'autres pièces justificatives qui peuvent être demandées et qui sont spécifiées dans les appels à financement du SONS. Donc, par exemple, si votre client final est soumis à un régime hors taxe, il faudra une preuve de régime hors taxe. Donc concrètement, si on se positionne plutôt au niveau du fichier JSON qu'il faudra remplir pour le dépôt en masse, comment ça va se passer? L'ASP va mettre à votre disposition 4 modèles de fichiers JSON, un par couloir. Donc aujourd'hui, on a 4 couloirs, le couloir biologie, le couloir hôpital, le couloir radiologie et le couloir médecine de ville. Quel que soit votre logiciel dans un couloir, vous partirez bien du modèle concerné. Donc, par exemple, que vous fassiez des logiciels des solutions de gestion de laboratoire en biologie ou des transcodeurs loin, toujours en biologie, vous partirez bien du même modèle de fichier JSON. Dans ce fichier JSON, vous allez pouvoir inclure plusieurs demandes, c'est ce qu'on disait, jusqu'à 200. Alors la demande c'est 200 demandes maximum. La limite est en fait plus sur les pièces justificatives, parce que chaque pièce jointe doit faire 3 mégas maximum. C'est assez précis. Et toutes les pièces jointes doivent être regroupées dans un fichier zip de 200 mégas maximum. Donc en fonction de la taille de vos pièces jointes, vous pourrez avoir un fichier zip contenant tant de pièces justificatives pour tant de demandes. Donc vous partez bien d'un modèle de fichier JSON, biologie par exemple, et vous allez soumettre sur le portail de l'ASP des fichiers JSON pour des demandes du même couloir et du même type de logiciel. Alors, je m'explique. Par exemple, vous êtes un éditeur de logiciels ou un distributeur, en tout cas un fournisseur de logiciels de biologie pour les laboratoires de biologie, et vous éditez à la fois des logiciels des solutions de gestion de laboratoire, SGL, et des transcodeurs loin. Vous voulez soumettre 10 demandes, 10 demandes de financement pour la solution de gestion de laboratoire
et 20 demandes de financement pour un transcodeur loin. Vous partirez du même modèle de fichier JSON, mais vous soumettrez 2 fichiers JSON distincts sur le portail de l'ASP. Un fichier contenant vos 10 demandes de solutions de gestion de laboratoire et un fichier contenant vos 20 demandes. Donc, vous partez du même modèle de fichier et vous soumettrez sur le portail 2 fichiers distincts, un fichier contenant les 10 demandes pour la solution de gestion de laboratoire et un fichier contenant les 20 demandes pour le transcodeur loin. Comment ça va se passer? Donc, vous êtes un éditeur, vous avez eu vos accès grâce à la phase d'enrôlement, et vous allez vous connecter sur le portail et vous allez dire pour quel type de demande vous voulez déposer un fichier. Donc, aujourd'hui, c'est que l'avance, puisque le solde n'est pas encore ouvert. Donc, vous allez déposer une demande d'avance et vous allez spécifier le numéro ANS, donc le numéro de référencement qui vous a été donné. Et ensuite, vous allez pouvoir déposer votre fichier JSON avec les N pièces justificatives associées. On peut passer au slide suivant. Donc là, on a voulu vous représenter un peu le processus global pour que vous ayez une vision de la demande d'avance dans sa globalité. Donc, on met à disposition des modèles de fichiers JSON, vous les appropriez, vous les remplissez avec les informations concernant vos demandes de financement pour les contrats que vous avez passés dans le cadre du Ségur numérique. Avec les pièces jointes justificatives, vous déposez donc les fichiers JSON et les fichiers de pièces jointes sur le portail. À ce moment-là, quand vous déposez sur le portail en temps réel, il y a un premier contrôle qui vérifie le format du JSON, c'est-à-dire que si vous avez un fichier qui ne respecte pas le format des modèles que nous avons donnés, il manque des balises ou les balises ne sont pas bonnes, dans ce cas-là, il est rejeté automatiquement et vous avez un message qui vous dit qu'il est rejeté pour non-conformité. Si le format est bon, il y a des contrôles automatiques ensuite sur chacune des demandes de financement qui sont comprises dans un fichier JSON. Donc, si vous avez soumis un fichier JSON avec 20 demandes de financement, disons, il y aura un contrôle sur chacune des demandes de financement de ce fichier JSON, sur les 20 demandes, et automatiquement et techniquement, on va contrôler si le format de chacune de ces demandes est valide. Si ce n'est pas le cas, donc par exemple que si vous êtes médecin de ville, si vous vendez des solutions pour les médecins de ville, au moment où à l'endroit où il faut préciser le numéro RPPS, si le numéro ne fait pas 11 caractères, comme il doit l'être, dans ce cas-là, la demande est rejetée. À la suite de ces contrôles, sur le portail ASP, et on va vous montrer quelques captures d'écran pour que ce soit bien clair pour vous ensuite, il vous sera il vous sera renvoyé le fichier JSON que vous avez soumis avec des codes et des libellés de traitement pour chacune des demandes du fichier. Donc vous avez déposé un fichier avec 20 demandes. Il y a 15 demandes qui ont été acceptées, 5 demandes qui sont retoquées. Et bien, vous avez le fichier JSON avec, pour les 15 demandes, à chaque fois le libellé de traitement demande acceptée, et pour celles qui ont été retoquées, vous avez un code de traitement, un libellé de traitement précisant l'erreur, par exemple RPPS non valide. Je précise qu'à cette étape, c'est à cette étape également que sont apposés sur les demandes un numéro ASP, qui est le numéro de dossier de suivi de dossier côté ASP. Ce numéro est extrêmement important parce qu'il va vous permettre de soumettre des demandes de solde par la suite. Une demande d'avance, une fois qu'une demande d'avance est acceptée et que la prestation Ségur est réalisée, il y aura une demande de solde, et ben, il faut garder ce numéro ASP parce que c'est celui qui sera reprécisé dans la demande de solde. Donc, on avait notre fichier qui avait été soumis avec 20 demandes, 15 ont été acceptées, 5 rejetées. Les 15 qui ont été acceptés vont partir en instruction côté agence de services et de paiement par les gestionnaires. Et alors là, il y a le processus d'instruction avec la vérification de l'ensemble des données et
Si la demande n'est pas valide, il y a une notification du refus de la demande. Si elle est valide, vous recevez une décision d'attribution de la demande de financement, un paiement avec un avis de paiement pour chaque demande, et c'est la fin du processus de demande d'avance. On peut passer à la slide suivante. Alors, on peut repasser juste à celle d'avant une seconde. Dans la slide suivante, je vais juste préciser un peu, lorsque vous avez des rejets, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc là, on a bien vu qu'il y avait deux types de rejets. Un rejet en première lame, on va dire. Un premier type de rejet, c'est si le fichier JSON est non conforme. Et un deuxième type de rejet qui est au niveau de la demande. Donc, on peut passer à la suite. Donc, si le fichier JSON est rejeté dans son ensemble pour non-conformité, vous êtes tout simplement invité à resoumettre un nouveau fichier JSON ou le même fichier JSON, mais avec les corrections effectuées. Et quand après, ensuite, on passe au niveau de la demande, si certaines demandes sont acceptées, le numéro ASP, c'est ce que je vous disais, le numéro de demande ASP doit être conservé car il vous servira à effectuer la demande de solde. Et si certaines demandes sont refusées, ces demandes refusées pourront être resoumises directement une fois que vous aurez corrigé l'erreur pour resoumises directement pour validation. Il est à noter aussi que lorsque vous soumettez une demande et qu'elle est refusée, le contrôle automatique s'arrête à la première erreur de la demande. Donc, vous verrez, il y a quelques lignes dans une demande de financement. Si il y a un problème sur le RPPS, mais qu'il y a aussi un problème sur une date de commande qui n'est pas bonne, le format d'une date qui n'est pas bonne, vous allez avoir un premier message pour vous dire le code RPPS est mauvais. Et si vous soumettez en ayant corrigé ce RPPS, mais vous n'avez pas revérifié les autres informations, vous pourriez avoir un deuxième rejet en disant la date de commande n'est pas bonne. Voilà. On peut passer à la suite. Donc, toutes les règles pour remplir ces fichiers JSON vous seront bien sûr expliquées, notamment dans 3 documents d'aide qui vous seront essentiels pour pouvoir soumettre vos demandes d'avance. Alors, les 3 documents sont ceux-ci. Le premier, c'est le guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif, qui décrit les modalités de participation au système ouvert et non sélectif. Il est plus large que, ce qui est décrit dans ce guide est plus large que le seul périmètre de la demande d'avance et des JSON, mais il vous apportera des réponses utiles si vous avez des questions d'ordre général. Et ensuite, vous avez une documentation technique assez fournie pour le remplissage des fichiers JSON. Pour la demande de financement, il y a un dossier, une documentation technique par logiciel et par couloir. Donc, par exemple, pour hôpital RI, vous aurez une documentation technique et qui décrit l'ensemble des champs du JSON, qui donne des exemples et qui donne des exemples. Et enfin, vous avez un troisième document qui est absolument essentiel, c'est les fichiers JSON vierges pour chacun des couloirs. Donc, on a dit qu'il y en avait 4. Et donc, ils vous seront mis à disposition également. Et c'est à partir de ces fichiers JSON vierges que vous pouvez effectuer vos demandes de financement, sachant que la structure doit être bien conservée. Voilà, on va passer à la suite. Maintenant, si on s'attache un peu plus à la structure des fichiers JSON. Donc, on a vu le processus, vous devez déposer des fichiers JSON. Maintenant, comment on les remplit? Alors, un fichier JSON, on l'a vu, il peut contenir plusieurs demandes. Donc, un fichier JSON, il est composé d'abord d'un premier bloc qui recense des informations globales sur ce fichier, puis ensuite des blocs qui correspondent à des demandes, donc demande numéro 1, 2, 3. Et dans chacune de ces demandes, il y a 6 blocs. Un premier bloc sur les informations globales de la demande, un deuxième bloc sur les informations sur la commande, et on va détailler ces informations ensuite. Un troisième bloc sur les bénéficiaires, un quatrième sur les pièces justificatives, un cinquième sur les scénarios d'installation, et un sixième sur le traitement de la demande. Si on peut passer à la suite.
Donc, je vous propose, pour bien comprendre comment remplir ces fichiers JSON, de partir d'un exemple et de voir comment, à partir de cet exemple, on a pu renseigner le fichier. Donc là, on prend l'exemple d'un fournisseur qui vend une prestation Ségur pour les utilisateurs d'une instance logicielle donnée dans le cas de la biologie. Donc, comme c'est précisé dans les appels de financement, pour la biologie, une demande correspond à une instance logicielle. Donc là, on va faire une demande pour les utilisateurs d'une instance logicielle donnée. Les utilisateurs de cette instance sont représentés par M. Durand, qui est mandataire des structures juridiques. Alors, je vous passe la lecture du finet juridique. Donc, par des structures juridiques identifiées par 2 finets juridiques. Et la première structure comprend 2 sites géographiques et la deuxième structure comprend un site géographique. Par application des textes réglementaires, le montant de la prestation s'élève à 27 450 € hors taxe. Et en définitive, ces 3 structures géographiques bénéficieront de la solution logicielle SGL. Donc, on est parti de cet exemple. Je vais vous montrer à partir de cet exemple comment on remplit les fichiers JSON. On peut passer à la slide suivante. Donc, on arrive d'abord sur le premier bloc du fichier JSON. Donc, c'est le bloc qui concerne l'ensemble des demandes du fichier. Donc, c'est un bloc qui est très simple puisqu'il n'y a que 3 informations à renseigner. Le premier champ, c'est un champ d'identification du fichier qui sera rempli par l'ASP. Donc, vous, de votre côté, vous ne devez pas le remplir, vous devez le laisser à la valeur nulle. Ensuite, il y a le numéro ANS, donc le numéro de référencement, que vous devrez renseigner et qui vous a été donné lors du référencement. Et il y a votre SIRET. On peut passer à la suite. Ensuite, on passe au niveau de la demande. Et donc là, on est dans le premier bloc d'une demande. Donc les demandes seront numérotées de 1 potentiellement jusqu'à 200 si vous déposez 200 demandes dans un même fichier. Et donc, on a une première ligne avec le numéro de la demande, tout simplement. Le numéro doit bien être incrémental. On commence à 1, puis 2, puis 3. On n'a pas le droit de passer de 1 à 3. Ensuite, vous avez un champ qui décrit le type d'action. Donc ça, aujourd'hui, la seule valeur possible, c'est la création. Donc, c'est indiqué par la valeur C. Et ensuite, vous avez le numéro ASP. Donc, c'est le numéro dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un numéro qui est nul, que vous renseignerez à nul dans le fichier JSON, mais quand le fichier vous sera renvoyé, ce numéro sera complété et c'est ce numéro que vous récupérez pour soumettre votre demande de solde. Donc, lors de votre demande, lorsque vous remplissez votre fichier pour le cas présent, vous remplissez à nul et vous remplissez à nul. Et enfin, vous avez un numéro éditeur. Donc, c'est un numéro unique de votre côté. Le numéro est généré par vous. Et en fait, l'utilité de ce numéro, c'est de pouvoir associer les pièces jointes que vous déposez au fichier JSON. Parce qu'on verra dans la nomenclature des pièces jointes, ce numéro éditeur sera précisé. Donc ici, vous déposez une demande, c'est votre première demande, donc 0001. Et lorsque vous déposerez les pièces justificatives, dans la nomenclature, il y aura bien ce numéro qui sera repris, 0001. On verra par la suite. Je n'ai pas fini, il y a un dernier champ. Merci. Non, pardon, non, c'était bon, autant pour moi. Ensuite, vous passez aux informations sur la commande. Là aussi, assez simple, il y a 3 informations. La date de la commande qui doit être au format jour, mois, et 4 chiffres pour l'année. Le régime de TVA applicable pour la facturation de la prestation Ségur. Ici, on est dans le cas où les clients finaux bénéficiaient d'un régime hors taxe. Donc, on a mis hors taxe, mais si ce n'est pas le cas, ce sera toute taxe comprise. La plupart du temps, le cas le plus probable, c'est que ce soit toute taxe comprise. Là, on a pris un cas un peu à la marge de hors taxe.
parce qu'il y a une pièce à soumettre en plus qu'on vous montrera tout à l'heure. Et enfin, le montant de la prestation Ségur qui doit être indiqué donc, en chiffres. Un point d'attention qui est important, c'est que il doit forcément y avoir 2 décimales. Donc là, c'est 27 450 avec 2 zéros après le point. Donc c'est important qu'il y ait ces 2 zéros, même si c'est un chiffre rond. Et le séparateur entre les entiers et les décimales sont un point et pas une virgule. C'est un point qui est là, important de noter de votre côté pour que la demande ne soit pas rejetée, tout simplement. On peut passer à la suite. Donc vous avez rempli les informations globales sur la demande, les informations sur la commande. Maintenant, on passe sur les informations sur le bénéficiaire. Alors, les informations sur la commande et les informations globales sur la demande étaient communes globalement à l'ensemble des couloirs. Là, les informations sur les bénéficiaires, le format de ces informations est différent en fonction de chacun des couloirs et en fonction de chacun des couloirs. Ici, on est dans le cas de la biologie. Dans notre exemple, on avait bien un mandataire. Donc, y a-t-il un mandataire? On répond à la question. On répond oui, donc en langage la JSON, c'est true. Donc, il y a bien un mandataire qui est Monsieur Durand. Le client n'est pas unique. Donc, il faut remplir cette case aussi, donc false. Et ensuite, on précise les coordonnées, donc nom, email, téléphone du mandataire. Donc là, c'est Durand. Le nom, c'est juste le nom et il doit bien être en majuscule. Et ensuite, email, téléphone de façon assez classique. Je reviens juste avant, si il n'y avait pas eu de mandataire, on aurait rempli donc la balise is mandataire avec false et on aurait on aurait mis à nul les champs non mandataire, email mandataire et téléphone mandataire. Et on serait passé directement sur les établissements clients. Si on va à la slide suivante. Donc, on avait un mandataire, Monsieur Durand, qui a été décrit, et ensuite, on a les établissements clients. Donc là, on avait 2 établissements, 2 structures. Le premier qui était, dont on renseigne le finage juridique. On renseigne ensuite le nom, l'email, le téléphone du client. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait 2 finages géographiques rattachés à la première structure juridique. Donc, on indique les 2 finesses géographiques. Ici, on a 2 clients, donc on a répété 2 fois le bloc établissement client. Vous voyez, avec les 5 balises, numéro, nom, email, téléphone, numéro, finesse. Si vous avez 4 clients, bah, vous aurez 4 blocs, numéro, nom, email, téléphone, numéro. Sur le format des données, tout ça est bien sûr précisé dans la documentation technique, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. On peut passer à la suite. Donc pour cette demande, on a des pièces justificatives à fournir, et ces pièces seront, on l'a dit, déposées dans un fichier zip. Toutefois, dans le fichier JSON, il faut préciser quelles pièces justificatives vont être déposées dans le fichier zip. Donc, chaque pièce justificative est définie par 3 éléments: le nom du fichier, le format du fichier et le type de fichier. Sachant que les types de fichiers, on le verra juste après, il y a une nomenclature précise. Donc ici, on est dans un cas un peu particulier parce qu'il y a plusieurs pièces justificatives. Dans la plupart des cas, pour vous, il n'y aura qu'une pièce justificative qui sera le bon de commande. Donc c'est sur la droite, vous voyez, c'est le premier bloc de balise, nom fichier, format fichier, type de fichier, c'est PDF, bon de commande. La plupart du temps, ça sera votre cas, il y aura juste cette pièce justificative. Et le nom du fichier, suit une nomenclature bien précise qui est précisée dans la documentation technique, mais j'attire juste votre attention sur le nom de ce fichier, les derniers caractères. On retrouve le numéro éditeur 00001. Si ça avait été la demande numéro 2 dans le fichier, la demande avec un numéro éditeur 0002, on aurait eu ce même numéro éditeur dans le nom du fichier. Donc ici, on soumet le bon de commande. On a dit qu'on avait des clients qui étaient soumis au régime de TVA hors taxe
Donc, on soumet une preuve, c'est la dernière pièce dans l'écran à droite, une preuve hors taxe. Et ensuite, on est en plus dans le cas où c'est un cas vraiment marginal, où dans le cadre de la biologie, le laboratoire n'existe pas dans le fichier de calcul pour le calcul de la prestation. Et dans ce cas-là, il faut une preuve d'existence et une attestation sur l'honneur d'une activité non nulle. Bon, ces deux cas sont décrits dans la documentation technique et dans les AF, dans les appels de financement, mais c'est vraiment des cas marginaux. Généralement, ce sera surtout le bon de commande. Voilà. Et ensuite, l'avant-dernier bloc, c'est les informations sur les scénarios d'installation. Vous avez toute une série de questions qui sont décrites, là encore, dans la documentation technique, qui vous permettront de savoir, qui doivent être renseignées dans le fichier JSON. Je ne vais pas les faire toute une par une. Simplement, vous avez des réponses en vrai, faux, et d'autres où il y a besoin de renseigner une valeur précise. Je vais juste m'appesantir quelques instants sur la deuxième balise. Donc, le système est-il configuré pour être esclave des entités? Ici, on a répondu vrai. Et dans ce cas-là, la solution doit bien avoir été référencée avec le profil esclave d'identité. Dans la documentation technique, vous aurez… Peut-être juste un point, Mernex, parce que ce point est important, mais pour que tout le monde l'ait bien en visibilité. Hein. Donc, en fonction des scénarios d'installation que vous demande votre client, bien évidemment, on contrôlera que le référencement que vous avez obtenu au titre de votre solution auprès de l'Agence du numérique en santé est bien cohérente avec ce qui est demandé. Hein. Je rappelle, dans ce cas-là, dans le cas d'un SGL, vous pouvez demander à être référencé avec l'option « Je suis capable d'être maître d'identité » ou « Je suis capable d'être esclave des identités ». En fonction des choix que vous aurez fait en termes de référencement de votre solution, vous serez du coup éligible ou non à répondre à certains des scénarios d'installation demandés par le client. Voilà, je referme la parenthèse. Tout à fait. Et sur le champ opérateur de messagerie, qui est un champ qui apparaît pour beaucoup de logiciels, vous aurez une table qui vous permettra de préciser, là c'est un code, et ce code est lié dans une table à l'opérateur de messagerie SAS Polyclinique Saint-Privat. Et tout ça est fourni dans la documentation, donc vous aurez le chemin balisé pour pouvoir remplir ces informations. Et enfin, on a le dernier bloc d'une demande dans un fichier JSON. Alors, si on peut passer, voilà. Qui est un petit bloc qui n'est pas rempli par vous, parce que vous devez mettre les champs à nul, et qui sont les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, de retour après les contrôles automatiques. C'est-à-dire que si votre demande, donc vous les soumettez avec nul, nul, et si votre demande est acceptée, vous aurez un code traitement spécifique avec le libellé demande acceptée. Si le code est rejeté, vous aurez un code spécifique avec le libellé le motif du rejet, tout simplement. Si on passe à la slide suivante, alors forcément c'est une capture d'écran, donc c'est pas lisible, c'est pas fait pour être lisible, c'est simplement pour vous montrer l'ensemble d'une demande. Alors là, on a un fichier avec une demande. Et donc, une demande, c'est l'ensemble du bloc décrit avec la mention orange demande numéro 1. Et donc là, c'est tous les champs qu'on a revus ensemble à l'instant qui sont concaténés. Voilà. Quelques écrans illustratifs pour vous montrer comment ça se passera une fois que vous serez logué sur le portail ASP Ségur. C'est les étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Ici, vous avez l'écran d'import, donc vous dites type de demande, là, ce sera forcément avance, vous renseignez votre numéro ANS et vous choisissez votre fichier JSON. Vous passez ensuite à la deuxième partie qui est de déposer les pièces jointes. On peut passer à la diapo suivante. Alors, non, pardon, excusez-moi. Donc, en deux parties. D'abord, on importe le fichier JSON et ensuite les pièces jointes. Le fichier JSON, là, on le dépose. On clique sur importer, on passe à la diapo suivante. Et suite à cet import
simplement du fichier JSON où vous avez déjà le nombre de lignes dans votre fichier qui sont importées ou rejetées. Donc là, on avait une demande de 2 lignes et il y a une ligne qui a été importée, une ligne qui a été rejetée. Et ensuite, on passe à l'étape suivante où on importe le fichier de pièces jointes. Alors, à ce stade-là, vous ne savez pas les demandes qui ont été rejetées ou les demandes qui ont été validées. Donc, vous importez l'ensemble de votre fichier zip que vous aviez prévu. Vous avez une barre de progression et une fois que c'est importé, vous avez la mention « Toutes les pièces jointes peuvent être importées correctement ». Et vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Si on passe à la diapo suivante, une fois que vous avez terminé, vous avez un tableau récapitulatif des demandes importées. Donc là, ça ne correspond pas tout à fait à l'exemple qu'on avait tout à l'heure, mais on a un tableau, on a vu qu'on a soumis un fichier de type avance avec le numéro NS temps, on a la date, et on a le nombre de demandes qui ont été déposées, le nombre de validations. Là, on a resoumis un fichier, donc les deux ont été validés, 0 rejet, et on peut consulter, en cliquant sur consulter, on peut consulter le fichier JSON avec les codes et les libellés de traitement. Donc, si vous aviez un rejet et une validation, vous cliqueriez sur consulter et vous auriez les codes et les libellés de traitement avec, pour la première demande, accepté, et la deuxième, le motif de l'erreur. Voilà. Et ça, c'est un petit teasing pour la suite. Ce n'est pas disponible dès le 2. Ce sera à partir du 16 décembre. Vous aurez un suivi de chacune de vos demandes, une par une, avec donc là, on n'est plus au niveau fichier, on est vraiment au niveau de la demande, avec les statuts, le statut d'avancement et la consultation de votre demande de type formulaire. Voilà pour la présentation. Merci Mériadec. Du coup, je dis un mot sur les bons de commande. Du coup, je veux bien, Mériadec, si tu peux jeter. Il y a une question dans la discussion concernant le numéro éditeur et le JSON. Je veux bien si tu peux apporter une réponse là-dessus. Peut-être juste un mot, hein, on ne va pas décrire dans le bon de commande dans le détail, mais en fait, on va publier là dans les jours qui arrivent en fait un document qui va reprendre une série d'exemples de bons de commande qui reprennent l'ensemble des éléments obligatoires pour ne pas être rejetés comme pièce justificative valable lors de votre demande de financement. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, mais vous l'aurez de façon beaucoup plus lisible dans un document entre demain et mardi, à la fois avec les informations à faire figurer et puis les différentes mentions en fonction des cas dans lesquels vous vous situez. Est-ce que c'est une condition, est-ce que c'est une commande en anticipation de votre futur référencement et auquel cas vous devez faire apparaître la mention qui est mentionnée dans les AF? Est-ce que vous êtes dans le cas où vous avez plusieurs clients, typiquement un cabinet de groupe de médecins libéraux, et le fait de la possibilité qu'on a ouverte d'avoir au sein de ces médecins un mandataire qui permet d'avoir une seule signature engageant l'ensemble du cabinet de groupe pour éviter que l'éditeur ait besoin de récupérer la signature individuelle de chacun des membres du cabinet, hein. Mais dans ce cas-là, il y a bien une mention particulière à faire apparaître sur le bon de commande. Voilà, donc vous aurez tout ça dans un document qui vous permettra d'être. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté hein, sur est-ce que mon bon de commande sera accepté par l'ASP lorsque je le soumettrai. Voilà, peut-être du coup, juste avant de laisser la parole à l'ASP pour la partie assistante utilisateur, juste un mot. Alors, donc on est conscient que tout ça est pas forcément. Enfin, il y a besoin un peu de temps peut-être pour digérer tout ça. Vous aurez évidemment tous les documents. Le webinaire sera en replay. Il y aura un certain nombre de documents de pédagogie, on va dire, qui seront mis en ligne. Il vous aura aussi l'assistance utilisateur. Tout ça, c'est aussi lié aux besoins métiers hein, que vous avez, c'est-à-dire de pouvoir déposer, je pense notamment aux éditeurs impliqués dans le couloir médecine de ville, déposer des grands nombres de demandes, d'où l'idée de fichiers structurés plutôt qu'un formulaire web qui aurait obligé à des saisies longues et fastidieuses. Pardon. Et puis, on a aussi, pour être tout à fait transparent, parié sur le fait qu'on avait face à nous des utilisateurs un petit peu particuliers qui sont des professionnels de l'informatique et qui donc seront capables de développer le petit script qui va bien pour largement automatiser la génération de ces fichiers JSON et faire en sorte que tout ça soit le plus efficace possible.
Et puis enfin, pour le finir, évidemment, on sera collectivement très attentif au premier temps de fonctionnement pour éviter tout rejet intempestif. Hein. Notre objectif côté pouvoir public, c'est pas de rejeter dès que possible, c'est bien de faire en sorte que le Ségur se déploie. Et donc, dès lors que vous respectez les différentes règles de l'appel à financement, qu'on puisse le plus facilement et le plus rapidement possible valider votre financement, vous verser l'avance pour que vous puissiez ensuite aller installer les logiciels Ségur auprès de vos clients. Voilà, je propose peut-être, je sais pas qui présente la partie assistance utilisateur en 2 mots côté ASP, puis moi je vais retourner commencer à répondre à quelques questions dans le chat, là je vois que ça s'accumule. Donc, l'accès à l'assistance utilisateur. Donc, sur le portail Ségur, au moment de l'enrôlement et lorsque vous serez sur votre portail connecté, vous aurez accès à une assistante utilisateur. Et vous voyez ici, on est plutôt dans le cas de l'enrôlement, avant que vous ayez fait, avant que vous ayez reçu vos accès. Vous pouvez contacter l'assistance via le bouton en haut à droite de l'écran, contacter l'assistance. Et si on passe sur la slide suivante. Et dans le formulaire de contact, vous aurez différents éléments à renseigner pour pouvoir envoyer votre message, le couloir, la phase, enrôlement avant sous solde, le nom, le courriel, le téléphone, le numéro de référencement et après la description tout simplement de votre message. Vous entrez les caractères figurants dans le CAPTCHA et vous pouvez envoyer la demande d'assistance. Par ailleurs, on peut passer à la slide suivante. Et par ailleurs, vous avez aussi accès à une FAQ. Alors, c'est une FAQ qui va s'enrichir au fil des semaines et des mois, suite justement aux questions que vous nous posez fréquemment. Donc, aujourd'hui, il y a quelques questions déjà. Si vous cliquez sur « Consulter les questions fréquentes » et vous allez atterrir sur une page de FAQ. Si on passe à la slide suivante. Une page de FAQ avec 6 rubriques, les questions fréquentes concernant l'enrôlement, les questions fréquentes concernant l'assistant utilisateur, les textes de référence, les questions fréquentes pour le paiement de l'avance, le paiement du solde et plus généralement sur l'utilisation du portail. Donc, si vous avez des interrogations, vous pouvez consulter cette FAQ qui va s'enrichir au fil des jours et des semaines. Dans les questions que j'avais, j'avais une question donc de est-ce que si on n'a pas d'opérateur MSS spécifique, que mettre dans la balise? Alors ça c'est un point important, la prestation Ségur, comme vous pouvez le voir dans les textes réglementaires, hein, le paiement de la prestation, elle est conditionnée à l'atteinte d'un certain seuil minimum d'envoi de documents dans le DMP et via MSS. Donc en fait, pour la prestation Ségur, elle vient se greffer chez un client qui s'est lui-même doté d'une messagerie sécurisée de santé. Encore une fois, comme indiqué dans les textes réglementaires, hein, le financement de cette MSS n'est pas inclus dans la prestation Ségur. Donc il appartient à votre client de choisir un fournisseur de messagerie sécurisée de santé. Et on vous demande du coup, dans le cadre du recueil du scénario d'installation, de lui demander quel fournisseur il a choisi. Donc vous devez pouvoir remplir la fameuse balise de la diapo 42 là, qui est évoquée dans le chat. Vous avez annoncé des templates de bons de commande. Doit-on comprendre que ce n'est pas le cas? Je ne comprends pas la question. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence. On a des templates de bons de commande qui seront, c'est ce que je répondais à je ne sais plus qui là dans le Zoom, ils seront mis en ligne entre demain et mardi. Alors, plutôt que des templates stricts, c'est plutôt des modèles, on va dire, ou des exemples. Évidemment, les éditeurs peuvent en adapter la mise en forme pour s'adapter aux particularités du template de leur ERP. Par contre, ça précise normalement le plus clairement possible hein, les informations obligatoires à faire figurer, les mentions. Et on a fait un jeu d'exemples dans les différents cas possibles. Hein. J'ai un seul client, j'en ai plusieurs, il y a un mandataire, il n'y en a pas, je suis en face d'un hôpital, d'un libéral, etc., etc. Donc normalement, ça devrait pouvoir répondre à ce type de questions. Et je pense que ce sera demain ou lundi, hein, la mise en ligne de ce document. Donc je vois que ça, c'est la réponse de Meriadec. Oui, alors la mise à disposition des modèles de fichiers JSON, tout à fait, hein, c'est prévu. En fait, ils seront mis en ligne
on va dire sur la partie publique du site de l'ASP, donc pas derrière, dans une zone uniquement accessible aux enrôlés, mais bien dans la partie publique. Encore une fois, entre demain et mardi, alors à la fois des fichiers JSON exemples, et puis la documentation surtout qui reprend de façon très détaillée ce que vous a présenté Mériadec tout à l'heure dans le cas d'exemple de la biologie, mais évidemment, vous aurez autant de documentation que de dispositifs. Donc, vous aurez l'exemple sur comment je remplis un fichier hôpital RI, un fichier hôpital DPI, un fichier médecine de ville, etc. etc. Donc, tout ça sera très prochainement mis en ligne pour que justement vous puissiez anticiper et regarder comment vous serez amené à les générer de façon la plus automatique possible en phase de croisière. Sauf erreur, je crois, parce que les autres, donc j'avais répondu à pas mal de questions à l'écrit dans le chat. Donc moi, sauf erreur, à moins que si un de mes camarades de côté pouvoir public me fait signe en disant que j'en ai oublié, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour. Et dans ce cas, à moins que, du coup, peut-être oui, juste en allant sur la page suivante, peut-être en guise de conclusion, pour vous rappeler quelques liens utiles. Donc, vous avez en ressources très générales donc la page officielle de présentation du Ségur du numérique en santé sur le site isanté.gouv.fr/Ségur. La bibliothèque documentaire du Ségur numérique en santé, donc ça pointe directement vers un document dans lequel lui-même, en gros, recense un certain nombre de liens vers tous les documents qui peuvent être utiles. Et puis, dans les ressources spécifiques pour les éditeurs, j'ai déjà parlé du guide officiel du SONS qui est déjà en ligne et qui répond normalement à beaucoup des questions que se posaient les éditeurs sur la mise en œuvre concrète de tout ça. Le portail de l'ANS dédié aux fournisseurs de solutions logicielles. Donc là, c'est vraiment pour le volet référencement. Et c'est ce site qui vous permettra de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur l'aspect technique et puis d'accéder au guichet proprement dit de dépôt de candidature et de dépôt d'épreuves. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre demain et mardi, la mise en ligne de 2 autres documents importants, donc les fichiers JSON exemples et leur documentation associée, et les modèles de bons de commande qui respectent les exigences Ségur numérique. L'idée, c'est de vous fournir comme ça, d'ici mardi, entre guillemets, toutes les pièces du puzzle pour que vous puissiez être capable d'avoir de vous préparer en avance de phase pour le jour où vous obtenez votre référencement. Je sais qu'il y a les premiers éditeurs à être référencés sont dans les tuyaux là, pour les prochains temps, que vous puissiez anticiper et cette production de demande de financement, pour que vous puissiez ensuite déployer tout ça chez vos clients sans ralentir. Voilà du coup pour nous. J'espère que tout ça a été clair. En tout cas, sous contrôle de Manon, j'imagine que à la fois le support et puis le replay sera disponible sur le site de l'ANS comme habituellement. Exactement. Et puis de toute façon, on refera passer des messages aux éditeurs, notamment via les fédérations, quand on mettra en ligne les documents que j'évoquais, à la fois les modèles, les fichiers JSON, la documentation et puis les modèles de bons de commande. Du coup, Manon, c'est toi le mot de la fin, c'est ça? Eh bien, le mot de la fin, voilà, merci de votre participation. Et puis, comme le disait Benjamin, le replay et le support seront mis en ligne d'ici la semaine prochaine. Voilà, en attendant, on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous.